Les vraies raisons derrière une décision dans l'art. Si une œuvre existe par des conditions, circule par des relais et progresse par des décisions, une question reste ouverte. Sur quoi reposent réellement ces décisions? Elles ne sont ni arbitraires, ni entièrement rationnelles. Elles ne relèvent pas non plus d'un simple goût. Elles se construisent à l'intersection de plusieurs contraintes, souvent invisibles, mais très concrètes. Et surtout, elles ne portent jamais uniquement sur une œuvre. Ce que produit réellement une décision. Dans le marché de l'art, une décision n'est jamais seulement un achat ou une exposition, c'est une prise de position. Choisir une œuvre, c'est s'associer à une démarche, à une trajectoire, à une manière de voir, c'est aussi produire un signal à destination d'autres acteurs. Pierre Bourdieu parlait de capital symbolique pour désigner cette forme de valeur qui dépasse l'économie directe. Une galerie qui présente un artiste, un commissaire qui l'inclut, un collectionneur qui acquiert, ne produisent pas uniquement une transaction, ils produisent une inscription. C'est pour cela que certaines œuvres sont placées dans des collections stratégiques plutôt que vendues immédiatement. La valeur financière peut attendre. La valeur de position, elle, se construit dès maintenant. Une décision réussie n'est donc pas seulement une décision rentable, c'est une décision qui renforce une cohérence, une ligne, une crédibilité, le rôle déterminant des premiers relais. Aucune trajectoire ne commence au sommet. Avant d'atteindre une visibilité structurée, un travail passe presque toujours par des formes de validation intermédiaires. Elles sont rarement spectaculaires, souvent peu visibles, mais elles sont décisives. Résidence, prix secondaire, exposition dans des lieux crédibles mais discrets, premiers collectionneurs attentifs, commissaires émergents. Ces étapes ne garantissent rien, mais elles produisent un signal. Elles indiquent que le travail a déjà été regardé, sélectionné, retenu quelque part. Le marché ne décide pas à partir de zéro, il observe ce qui est déjà en train d'exister. Ce principe explique pourquoi certaines propositions, pourtant solides, restent en dehors. Non pas parce qu'elles sont moins intéressantes, mais parce qu'elles n'ont pas encore rencontré ces premiers relais. L'importance des contextes d'apparition. Une œuvre ne se présente jamais seule. Elle apparaît toujours dans un contexte, et ce contexte transforme immédiatement sa lecture. Placée dans un espace sans structuration, elle reste un objet parmi d'autres. Présentée dans une galerie avec une ligne identifiable, elle s'inscrit dans une continuité. Intégrée à une foire, elle devient comparable. Inscrite dans une institution, elle acquiert une légitimité supplémentaire. Ces déplacements ne modifient pas l'œuvre. Ils modifient la manière dont elle est perçue et surtout la manière dont elle peut être située. Une présence dans une foire internationale, même sans vente immédiate, produit déjà un effet. L'œuvre est vue dans un environnement où les standards sont élevés, où les comparaisons sont directes, où les regards sont professionnels. Le contexte agit comme un filtre, mais aussi comme un amplificateur. Comment une œuvre devient active? Une œuvre ne s'impose pas par elle-même, elle est activée. Concrètement, cela signifie qu'elle entre dans une chaîne de mise en forme. Elle est accrochée dans une relation précise à d'autres œuvres. Elle est accompagnée d'un texte, d'un discours, d'une interprétation. Elle est présentée oralement, adaptée à un interlocuteur, replacée dans une démarche. Elle est photographiée, diffusée, répétée dans plusieurs contextes. Ce travail est rarement visible en tant que tel, mais il est central. Une œuvre qui n'est pas activée reste silencieuse. Une œuvre activée devient transmissible. C'est cette transmissibilité qui permet à d'autres acteurs de s'en saisir, de la relayer, de l'intégrer à leur tour. Le facteur temps et les effets de moment. Toutes les décisions sont situées dans un moment. Une œuvre peut être pertinente, construite, cohérente, et pourtant ne pas rencontrer son contexte. Trop en avance, elle demande un effort que peu sont prêts à fournir. Trop en décalage, elle devient difficile à positionner. Le marché évolue par cycle, parfois rapide, parfois plus lent. Certaines formes, certains médiums, certaines thématiques deviennent plus visibles à un moment donné avant de se déplacer ailleurs. Ce mouvement ne relève pas uniquement de tendances superficielles. Il correspond à des déplacements plus larges, institutionnels, culturels, économiques. Une décision ne porte donc jamais uniquement sur une œuvre. Elle porte sur une œuvre à un moment donné. La logique interne des structures, une galerie, une institution, une collection ne fonctionnent pas comme des espaces neutres. Elles sont organisées, contraintes, structurées. Une galerie ne choisit pas uniquement en fonction de la qualité d'une proposition. Elle choisit aussi en fonction de ce qu'elle porte déjà,
équilibre entre artistes émergents et confirmés, cohérence de la ligne, capacité à défendre sur la durée, répartition des ressources. Selon les analyses de Magnus Resch, les galeries les plus stables fonctionnent comme des ensembles équilibrés, où chaque choix vient s'inscrire dans une architecture existante. Cela signifie qu'une œuvre peut être pertinente, mais ne pas trouver sa place à un moment donné, non pas par manque d'intérêt, mais par incompatibilité structurelle, ce qui déclenche réellement la confiance. À la fin, une décision repose rarement sur un seul élément. Elle émerge lorsque plusieurs signaux convergent. Une cohérence perceptible, des premiers relais existants, un contexte d'apparition solide, une capacité à être activée, une projection crédible. Aucun de ces éléments ne suffit seul, mais ensemble, ils produisent un basculement. La confiance ne se décrète pas, elle se construit par accumulation. Et c'est à partir de ce point que la décision devient possible.